Bonjour et bienvenue pour ce magazine du congrès du CNCH, du Collège national des cardiologues des hôpitaux. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et au sommaire de cette édition, on va d'abord s'intéresser à la prise en charge des personnes en insuffisance cardiaque. Quels sont les défis de demain? Alain Diby, praticien à l'Institut Mutualisme Montsouris, et Patrick Jourdain, professeur de cardiologie au CHU de Bicêtre, nous expliqueront les défis qui nous attendent. Et puis, nous poserons la question à Bernard Nivalek et Nicolas Delarche. Peut-on se passer en 2018 d'une ARTIM? Vous le verrez, le débat sera houleux, sans doute. Enfin, nous découvrirons avec Jérôme Taïb tous les avancées en matière de rythmologie pour cette année 2018. L'insuffisance cardiaque n'est pas une maladie comme les autres. Elle touche 2% de la population, presque autant que le diabète. Et elle a un coût aussi financier. Elle coûterait 1,8 million de journées par an à l'hôpital. Alors, pour améliorer la prise en charge des personnes en insuffisance cardiaque, il existe notamment la télésurveillance, mais pas que. Il existe aussi des UTIC. Quels sont les défis qui nous attendent demain? Patrick Jourdain est avec moi, professeur en cardiologie Crémin Bicêtre, et Alain Diby, qui lui travaille et praticien à l'Institut Montsouris. D'abord, pourquoi c'est un sujet, Patrick, qui nous interpelle, qui nous embête finalement, les personnes en insuffisance cardiaque? Parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie où on est extrêmement réhospitalisé. Je rappellerai quelques petits chiffres. La survie pour l'insuffisance cardiaque, elle est moins bonne que la plupart des cancers. C'est 28% à 5 ans et un taux de réhospitalisation qui va être de 60% dans l'année qui suit une première hospitalisation. Et puis comme défi, je crois que l'important c'est de voir vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on va avoir à relever comme défi? Les deux défis importants, c'est d'arriver à suivre le patient au plus près, de façon à pouvoir réagir plus vite. Et puis le deuxième élément, c'est comment réorganiser notre santé dans un moment où on est de plus en plus contraint. Et justement, comment l'organiser? Il existe la télésurveillance. Comment faites-vous, Alain, dans l'hôpital, votre hôpital, mais dans l'hôpital en général, pour appliquer la télésurveillance? En fait, si vous voulez, on a pu bénéficier d'abord d'une expertise médicale parce qu'on avait participé à une étude sur la télésurveillance qui avait été d'ailleurs initiée, organisée et réalisée par Patrick Jourdain, ici présent. Et grâce à ce modèle d'expérimentation clinique qui a reposé sur le modèle de télésurveillance, c'est-à-dire la surveillance des patients après la sortie de l'hôpital, mais avec un lien humain et un lien informatique, c'est un peu finalement la clé de ce type de solution, permet de surveiller les patients chez eux, mais sans qu'ils se sentent abandonnés, surtout pour des problèmes de distance, ce qui va diminuer les réhospitalisations. Après, la mise en œuvre de la télésurveillance, c'est tout un principe, c'est un traitement de rupture, c'est nouveau. C'est innovant, c'est difficile, oui, mais je pense qu'il faudra du temps parce que c'est très, si vous voulez, pas encore dans les pratiques. Exactement, ça va rentrer dans les pratiques petit à petit. Mais on est tous convaincus, en tout cas nous tous, que grâce à la connexion de tous ces outils qui permettent d'avoir des signes cliniques et de les évaluer à distance, on va traiter les gens aussi bien probablement, parce qu'il y a un lien qui reste avec les infirmières d'éducation thérapeutique qui communiquent avec les patients. Et finalement, l'ensemble des moyens thérapeutiques et humains, plus les moyens informatiques, permettent de surveiller au plus près les gens qui se sentent donc pris en considération, suivis, pas abandonnés, car il y a des gens qui habitent loin et qui sont un peu isolés dans la vie. Et à ce moment-là, ils vont prendre en charge leur maladie beaucoup mieux, la comprendre, la surveiller, se surveiller. Et de ce fait, ça va diminuer les réhospitalisations. Et ce que venait de dire le professeur Patrick Jourdain, c'est qu'effectivement, le but, c'est aussi d'avoir un lien médico-économique, mieux soigné et moins dépensé peut-être, avec un meilleur résultat à long terme. Il y a un objectif financier ou un objectif financier. Vous, Patrick, justement, vous avez travaillé sur le programme ETAP que vous avez mis en œuvre avec la DGOS. Est-ce qu'il y a un chiffre, c'est quoi? C'est baisser le nombre de réhospitalisation de 20% ou pas? Encore une fois, le programme ETAP à la DGOS, c'est quoi? Le défi, c'est comment déployer sur un territoire national complet de la télésurveillance, mais non pas de la télésurveillance gadget, de la télésurveillance qui est pérennisable, qu'on peut s'offrir et qui a des résultats. Et quels sont les éléments clés dans ce programme? C'est de dire, dès que vous avez un patient
à risque de réhospitalisation, patient hospitalisé récemment, patient avec des signes de gravité, quel que soit votre mode d'exercice, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez, en tant que généraliste, en tant que gériatre, en tant que cardiologue, rentrer ce patient dans un programme de télésurveillance où il bénéficiera d'une surveillance, soit par vous si vous êtes cardiologue, soit par un autre cardiologue, pour identifier les signes de décompensation, pour traiter le patient avant qu'il n'aille encombrer les urgences. Alors, l'objectif, c'est quoi? Donc une meilleure prise en charge pour le patient, finalement. C'est tout à fait ça. Et donc, en fait, ce système est un peu particulier parce qu'on dit, voilà la rémunération liée au travail de chacun, industriel, infirmière qui va faire l'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire le soutien du patient au plus près de sa vie, et puis pour le médecin. Et puis aussi, il y a une petite nouveauté, puisqu'on dit toujours la France, on ne réforme pas, on est frileux. Eh bien non, on n'est pas frileux. On a inventé le premier modèle d'incentive en France qui dit que si on arrive à réduire encore plus les hospitalisations que ce qu'on avait calculé dans le modèle, et on avait déjà fait bien confiance aux cardiologues, eh bien il y a un incentive qui va être versé à tout le monde, pas qu'à la puissance publique, également aux cardiologues, à l'infirmière, à l'industriel. C'est du partage. Alors on dit toujours qu'il faut partager les risques, ben, partageons les bénéfices. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est l'UTIC en France. Vous, là encore aussi, vous avez été pionnier, on va dire, pour le lancer. Comment ça marche concrètement et où en est l'UTIC? Est-ce que ça a déjà fait ses preuves? Alors c'est un élément très intéressant parce que si vous prenez par exemple, si vous allez au Danemark et que vous avez une poussée d'insuffisance cardiaque, vous ne verrez quasiment jamais un cardiologue. Ça sera entièrement géré par des infirmières qui seront assistés de médecins et qui suivront un protocole. C'est ce qu'on appelle les unités d'insuffisance cardiaque danoises. Eh bien, en France, jusqu'à présent, on était un peu en retard là-dessus parce qu'on avait une conception très médicale du soin. Et de plus en plus, on se rend compte que nos meilleurs alliés, c'est deux personnes. C'est les infirmières et les paramédicaux d'un côté et le patient de l'autre côté. Et le principe des unités thérapeutiques d'insuffisance cardiaque est de dire l'insuffisance cardiaque, c'est un traitement qu'on doit optimiser aux petits oignons. C'est comme dans la cuisine, il faut goûter souvent pour savoir si on arrive au bon équilibre. Eh bien, il faut revoir le patient. Et là, c'est ces structures ambulatoires de ville, d'hôpital. Vous avez la même chose, par exemple, à Strasbourg. Vous avez la même chose dans les centres hospitaliers généraux qui maillent le territoire et qui ont été pionniers là-dedans. C'est le fait de réunir dans un même endroit médecins, infirmières, patients pour optimiser le patient dans ces différentes dimensions. On n'utilise pas des choses compliquées. On fait du bon travail avec ce qu'on a. Et ça a démontré, ça a été publié, une réduction de près de 40% des hospitalisations, de 20% de la mortalité. Et c'est pour ça qu'actuellement, quand on dit toujours collaborer, eh bien là, ne pas collaborer, c'est donner du risque à nos malades. Donc c'est des chiffres plutôt encourageants. Merci à tous les deux. On va maintenant parler de matériel et plus précisément de télécardiologie inventée par Biotronik. Aujourd'hui en France, environ 65 000 stimulateurs cardiaques sont implantés chaque année et 15 000 défibrillateurs. Fort d'une expérience de plus de 17 ans déjà, la télécardiologie inventée par Biotronik est présente dans plus de 100 pays avec 23 000 patients actifs dans le monde. Et la France, justement, à ce sujet, quand elle est pionnière avec 30 000 patients survie dans plus de 450 centres. Alors, on pourra avoir un petit focus justement sur la télécardiologie par Biotronik. Je vous propose de regarder ce reportage. Biotronik, société européenne pionnière dans l'univers de la télécardiologie depuis 2001. Plus de 200 000 patients suivis dans le monde. La télécardiologie est un dispositif de surveillance à distance des prothèses cardiaques implantables, pacemaker, défibrillateur, holter implantable. Son principe est de détecter des troubles du rythme cardiaque, vérifier le fonctionnement de la prothèse et transmettre quotidiennement ces données au cardiologue. Il ne s'agit cependant pas d'un système d'urgence. Le patient dispose à son domicile d'un transmetteur, le Cardio Messenger. Simple d'utilisation, il suffit de le brancher sur une prise électrique près du lit. Chaque nuit, à heure fixe, la prothèse transmet les informations de la journée au Cardio Messenger. Celui-ci les relaie vers la plateforme Biotronik via les réseaux de téléphonie mobile. Cet appareil fonctionne également lors des déplacements du patient, en France ou à l'étranger. En cas d'événement, le cardiologue reçoit une notification par email.
Il prend alors connaissance des données de la prothèse sur un site internet sécurisé. Il peut ensuite décider, selon le cas, d'une simple surveillance à distance ou d'une consultation pour régler la prothèse ou adapter les traitements. Biotronic France met à disposition une équipe dédiée à la télécardiologie pour apporter assistance aux patients, aidants et professionnels de santé. La télécardiologie, cœur de l'expertise Biotronic. Lorsqu'un patient est atteint d'une maladie coronaire, la coronographie permet d'établir l'état des coronaires. La décision de revasculariser les patients par pontage ou par angioplastie coronaire doit se prendre en théorie par une ARTIM, une réunion multidisciplinaire. La ARTIM est composée entre autres d'un cardiologue et d'un chirurgien cardiaque. Mais en pratique, les choses sont un petit peu parfois plus compliquées et il n'y a pas forcément toujours une ARTIM. Alors, peut-on se passer aujourd'hui, en 2018, d'une ARTIM? C'est la question que je vais poser à Bernard Livarec, qui est mon invité, et Nicolas Delarche. Bernard Livarec, pour vous, il est impératif, aujourd'hui en 2018, d'avoir une ARTIM. Oui, ça me paraît impératif pour plusieurs raisons. La première, c'est que les recommandations nous disent qu'il faut une ARTIM. Donc il faut s'organiser pour être capable, pour les patients les plus difficiles, les patients pluritronculaires, les patients qui présentent potentiellement des indications d'angioplastie complexe, pour ces patients donc particuliers, peut-être pas pour tous, hein, on est d'accord, mais en tout cas pour ceux-là, on doit s'organiser pour avoir la possibilité de confronter un avis d'un cardiologue interventionnel, d'un clinicien, d'un chirurgien cardiaque patenté, et puis éventuellement d'autres spécialités quand les comorbidités du patient le justifient. Mais est-ce qu'on a des preuves que cette ARTIM est utile? Alors c'est une très bonne question et on a effectivement des preuves. Les recommandations sont très claires là-dessus. Elles indiquent plusieurs constats. Il y a un premier constat qui, dans des études qui sont bien menées, qui montre que quand on reprend les dossiers des patients, eh bien, il y a entre 20 et 40% de décisions de revascularisation qui sont contestables quand on les compare aux normes qui sont données par les recommandations. Et puis, parallèlement à ce premier constat, le deuxième constat, c'est que dans les équipes qui utilisent une ARTIM, quand on regarde leur dossier de patients rétrospectivement, eh bien on s'aperçoit que 95% des indications collent aux recommandations. Alors c'est un chiffre qui n'est pas, c'est jamais 100% parce que les recommandations c'est une aide, c'est pas une obligation. Mais on s'approche quand même de la norme et ça c'est très important. Oui, mais dans la pratique c'est quand même compliqué. Vous, comment vous faites, Nicolas Delarche? Comment organiser une ARTIM lorsque on travaille dans un centre hospitalier distant d'un CHU? Comment faire? Oui, c'est une très bonne question. C'est quand même une majorité des centres, et tout particulièrement des centres du CNCH, qui ont des laboratoires d'hémodynamique sans avoir de support sur place de services de chirurgie cardiaque. Ça fait des années qu'on travaille comme ça, des années que ça marche bien, mais vous me direz, c'est pas parce qu'on roulait bien en 2 chevaux qu'on peut continuer. Alors, il faut prendre les éléments les uns après les autres. La ARTIM, déjà, il faut regarder la définition de la ARTIM. C'est très intéressant. C'est un cardiologue clinicien non invasif, c'est un chirurgien cardiaque, c'est un cardiologue interventionnel auquel on rajoute, ainsi que le disait Bernard, des spécialistes autres, un gériatre, un anesthésiste. L'anesthésiste est prévu systématiquement dedans aussi. Donc c'est quand même une équipe. Voilà. Alors sur un plan pratique, je voudrais savoir combien de centres qui disposent de ARTIM ou de chirurgie cardiaque sur place réalisent vraiment des ARTIM dans les règles telles qu'elles sont recommandées. Ensuite, quel est le but finalement? Le but, c'est de vérifier que les recommandations sont respectées, c'est-à-dire que est-ce que l'indication de la coro était bonne ou pas? C'est trop tard, elle est déjà faite. Deuxièmement, est-ce que l'indication de la revascularisation va être justifiée ou pas? Bien pour ça, sincèrement, on a des tests d'ischémie bien cadrés actuellement et si on les a pas, on fait des FFR sur table qui nous permettent d'avoir des renseignements complémentaires. Ensuite, quant au choix de l'angioplastie ou de la chirurgie, on dispose quand même d'éléments comme le syntax score qui nous aide également à prendre nos décisions. Alors,
Sur des patients mono ou bitronculaires, je pense que ça pose pas de problème. Là où il faut que l'angioplasticien apprenne à s'arrêter et à discuter, c'est effectivement quand le patient est pluritronculaire. Mais disons qu'on a quand même pas mal d'arguments pour penser qu'on n'est pas des fous, on arrive à faire un certain nombre de choses correctement. Vous êtes raisonnable. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même en France, d'après les chiffres, tout particulièrement de ces recommandations, c'est 15% d'angioplastie en trop, qui ne serait pas justifié pour 2% de pontage actuellement à peu près. Donc il y a de la correction à faire, c'est probable. Mais je pense que les équipes sont raisonnables et sur un plan pratique, au quotidien, au jour le jour. En plus, on a des conventions qui sont passées quand même avec les centres de chirurgie cardiaque, c'est une quasi-obligation. Donc on peut toujours avoir référence à ces services. Et puis enfin, l'accord du patient. J'ai jamais vu un patient pour l'instant préférer une chirurgie à une angioplastie quand on lui fait le choix et qu'il a les deux possibilités. Vous avez quoi mais répondre c'est pas à ça la Nicolas question. Delarche? C'est très malhonnête ce que tu viens de faire là, Nicolas. C'est une honte. Non. Comment tu peux dire des choses pareilles? Non, alors. C'est pas un peu excessif de vouloir faire une artime à chaque fois? On se rejoint clairement avec Nicolas sur le fait qu'il y a certaines évidences qui sont les les bitronculaires pour lesquelles on n'a pas de raison de compliquer la situation. Pour les tritronculaires, en revanche, là, on a besoin de ça. On a besoin parce qu'on n'est pas chirurgien. Moi, je suis pas chirurgien. Je suis clinicien, mais il y a un biais parce que je suis cardiologue interventionnel. Et donc, pour l'intérêt du patient, pour éviter les biais justement, parce qu'on est là pour le patient, on n'est pas là pour nous, on n'est pas là pour faire des exploits. Moi je suis un excellent angioplasticien, je suis capable de reconstruire n'importe quelle artère, mais je ne suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour l'intérêt de mon patient. Le patient. Voilà. Donc si on met le patient sur un piédestal en disant c'est lui qui compte, eh bien, à ce moment-là, on a tout intérêt à avoir plusieurs avis et à faire une synthèse de plusieurs avis. Et surtout, donc on peut se réunir facilement. Il n'y a aucun caractère péjoratif à organiser ça. Le problème, pourquoi tu ne l'organises pas, Nicolas, c'est parce que c'est compliqué pour toi. Mais avec les moyens de téléstaff, de vidéotransmission, quand on n'a pas un chirurgien sur place, ou alors avec des chirurgiens motivés à qui on fait faire 100 bornes aller-retour ou un peu plus pour venir à un staff une fois par semaine, ça se fait très bien. Il y a des outils numériques qui permettent... Tous les patients tritronculaires passent en staff et en ARTIM. Tous. Moi, je crois qu'il ne faut pas généraliser. On peut réserver la ARTIM à des patients chez qui se pose réellement le problème de la revascularisation. Parce que 100 km, c'est quand même pas rien. Vous parliez d'une centaine de kilomètres. C'est difficile 100 km. Non, mais parce que vous êtes parisienne. Non, mais pas du tout. Mais... C'est juste que pour le planning des médecins, quand même, est chargé. Moi, il y a des outils numériques j'ai deux qui permettent chirurgiens justement de deux centres concurrents. Réunir parce par, que moi, je vais plus loin que ça. C'est important même d'avoir deux chirurgiens ou plusieurs chirurgiens de centres concurrents. Comme ça met un petit peu de piment dans la discussion. Et moi, j'ai deux chirurgiens tous les jeudis à midi. J'ai deux chirurgiens qui sont toujours à l'heure, qui viennent de deux centres différents, pas très loin, qui ont programmé dans leur planning le fait de venir chez nous et avec qui on discute les patients. Tu sais très bien comme moi que c'est pas le chirurgien seul qui peut décider. Tu sais très bien à l'avance qu'est-ce qui peut ponter, qu'est-ce qui peut ne pas ponter. Il y a d'autres éléments qui interviennent. J'espère que dans ta ARTIM, tu as systématiquement l'anesthésiste. Tu as également les autres spécialistes, le clinicien non invasif. On a des cliniciens, on n'a pas d'anesthésiste, mais on a souvent des gériatres. Ça ne s'appelle plus une ARTIM. Ça se résume à l'avis du chirurgien. Donc finalement, la ARTIM, selon Bernard Liévêque ou selon Nicolas Delarche, n'est pas la même chose. Pour conclure, je crois que nous n'allons pas nous réconcilier sur cette conclusion. On va parler d'un sujet plus festif maintenant, le quiz des jeunes cardiologues. Il a eu lieu l'autre jour sur le congrès du CNCH et on va découvrir en images l'ambiance festive et les heureux gagnants. Ce matin, j'ai une des heureuses gagnantes. Bonjour, Flavie Mondou. Bonjour. Alors, vous représentiez hier l'équipe Paris-Brest. Vous avez remporté le concours. Est-ce que, d'abord, vous pouvez vous présenter? D'où venez-vous? De quel CHU vous travaillez? Alors, moi, je suis Flavie Mondou. J'ai été recrutée dans l'équipe parce que je viens du CHU de Tours, où j'étais interne. Et là, ça fait depuis début novembre que je suis assistante au CH de Niort. Donc, j'ai été recrutée par Pierre Saucier, qui était notre chef d'équipe, qui, lui, vient de Chartres.
D'accord. Et là, est-ce que après cette année-là, vous allez vous destiner à une spécialisation? Alors, moi, je fais surtout des soins intensifs cardiologiques. Et puis, je fais le DU d'imagerie cardiaque et de la cardiopédiatrie. D'accord. À ma gauche, maintenant, j'ai Thomas Baudinet, qui représentait hier l'équipe du Sud-Ouest. Vous avez fini deuxième, bravo, c'est déjà bien. Et Bravo puis, à la gagnante. vous avez vu comment cet événement hier, il y avait de l'ambiance, c'était compliqué de répondre aux questions avec lucidité parce qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes dans la salle. Oui, c'était très impressionnant. L'équipe du CNCH avait décoré la salle, les gens avaient des clappeurs dans les mains, ils avaient des casquettes, il y avait beaucoup d'ambiance, de la musique, on avait des buzzers. C'était très impressionnant et c'était très ludique. Et vous êtes arrivé en courant sur la scène, c'est ça? Oui, sur la musique. D'accord. Bon, vous avez quand même gardé votre lucidité. Et puis, vous avez remporté hier, vous étiez un des 3 gagnants du Speed Data. 10 concurrents, en fait, devaient présenter un travail en seulement 4 minutes devant un public qui votait. C'était compliqué de présenter en seulement 4 minutes un travail face à cette foule. Présenter en 4 minutes, c'est un exercice très très particulier parce qu'il faut à la fois réussir à faire passer ses messages, réussir à aller vite, pas trop vite, capter l'auditoire. Moi, c'était la première fois que je parlais dans un congrès, donc c'était une grande nouveauté. Il y avait beaucoup d'appréhension et finalement, dès que les premières secondes étaient parties, c'était un grand bonheur. D'accord. Et vous avez gagné, grâce à ça, un chèque de 1 000 €. Alors, c'est quoi, du coup? Vous allez en faire quoi? Ouais, ça, c'était la grande surprise aussi, le chèque de 1 000 €. On va faire une belle soirée avec toute l'équipe du service qui m'a aidé pour ce 4 minutes. Pour cette dernière partie, nous allons parler de rythmologie et des avancées avec Jérôme Taïeb, qui est rythmologue au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, quelles sont les études qui vous ont marqué en 2018 en matière de rythmologie? Alors, dans une spécialité aussi innovante que la rythmologie, c'est difficile de choisir, mais bon, puisque je dois choisir et que j'ai un temps en cours, je choisirai 3 études. Quelles sont-elles? Alors, ces 3 études, je choisirai Cabana, je choisirai l'étude Encore TV et l'étude Marvel. Alors Cabana d'abord parce que c'est la première étude randomisée qui a comparé sur des critères durs et sur un long suivi l'ablation de la fibrillation auriculaire tout venant versus le traitement médical, ralentissement ou contrôle du rythme au choix du patient non, au choix du médecin. Cette étude nous a montré des résultats qui sont négatifs, en fait, mais en intention de traiter. C'est-à-dire qu'en intention de traiter, il n'y a pas de différence sur les critères durs qui étaient en composite entre la mortalité, les AVC, les hémorragies cérébrales et les arrêts cardiaques. Ça ne sort pas. En revanche, il a été constaté un nombre de crossovers importants, c'est-à-dire que plus de presque 30% des patients qui étaient censés avoir un traitement médical se sont retrouvés finalement avec une ablation. Et lorsqu'on a réanalysé l'étude avec le traitement reçu, on se rend compte que cette fois-ci, c'est clairement positif, avec un avantage de 30% pour le bras ablation. Et la deuxième étude maintenant. Alors celle-là, est-ce qu'elle nous donne des résultats un peu plus prometteurs? Oui, alors juste avant de parler de la deuxième étude, je dirais que simplement le fait qu'il y ait cette discordance entre les deux façons d'analyser, eh bien ça crée un débat, une polémique entre les méthodologistes qui disent qu'il faut analyser en intention de traiter et les électrophysiologistes qui voudraient donner du poids à l'ablation. Pour la deuxième étude, Géraldine, je voulais parler de l'étude Encore TV. Je l'ai trouvée très innovatrice parce qu'il s'agit d'une ablation de la tachycardie ventriculaire et aussi d'ESV extrêmement fréquentes responsables de cardiomyopathie, plus de 20 000 ESV par jour. Et ces troubles du rythme étaient traités non pas de façon invasive comme on le fait habituellement par ablation, mais par ablation externe, et ceci grâce à la radiothérapie.
Pour cibler l'ablation, il fallait faire une analyse avec un ECG imaging, comme on l'appelle. C'est une veste avec multi-électrodes, couplée à un scanner, PET scanner IRM. Chez des patients qui avaient, pour la plupart d'entre eux, donc sur les 19 patients, 18 avaient un défibrillateur, ce qui permettait d'induire, s'il fallait, la tachycardie ventriculaire et donc de la cibler. Et donc l'ablation se fait par l'extérieur de façon non invasive. Alors c'était une population de patients qui avaient échoué, pour qui les autres thérapeutiques avaient échoué, les médicaments. D'accord. L'ablation conventionnelle, parfois ils en avaient eu plusieurs même, parfois même épicardique. Et donc les résultats sont très très encourageants en termes de succès, avec une diminution très importante des ATP, des TV, des chocs, sur un suivi de 12 mois. Alors il y a eu des effets secondaires immédiats, avec des péricardites, ou légèrement différés, pneumopathiques, qui ont été réglés. Il y a eu une mortalité qui était de l'ordre de 70% à 6 mois, et puis un peu, pardon, pas 70% de survie, excusez-moi, à 6 mois. En tout cas, il y a une mortalité qui correspond à la gravité de ces patients. D'accord. Et bon, ce que l'on ne sait pas, en fait, c'est ce qui va se passer à long terme, puisque lorsqu'on fait une thérapeutique de type radique, on peut avoir des effets retardés, et donc il faudra voir la suite de tout ça, mais les résultats sont extrêmement prometteurs. Est-ce que pour la dernière étude, l'étude Marvel, là encore, rapidement, les résultats ont été prometteurs ? Alors l'étude Marvel, c'est une étude effectivement, moi je trouve prometteuse, très prometteuse, puisque on rêve tous d'avoir effectivement le pacemaker sans sonde, mais on était très frustrés d'avoir un pacemaker sans sonde qui soit simple chambre. Et là, on voulait, Marvel, c'est une étude qui a testé la possibilité de synchroniser sur l'oreillette. Alors comment ils ont fait ça ? Ils ont pris des Micra, pacemakers donc implantés dans la cavité droite, qui sont habituellement des VVI, mais qui ont un capteur d'accélération et qui est capable d'identifier, grâce à un algorithme, les 4 bruits du cœur, on va dire, et le 4e bruit correspond à l'oreillette, la contraction de l'oreillette, l'onde A en écho, et donc ils ont pu synchroniser avec c'était une étude de faisabilité. Ils ont injecté l'algorithme je ne me souviens plus du nombre de patients, je crois que 70 patients, ils ont pu voir que effectivement il y avait un taux de patients qui était bien synchronisé, très important, et conclut que c'était faisable. Donc j'ai beaucoup aimé cette étude. Elle nous annonce donc le VDD. On attend le DDD. D'accord. Bon, merci d'avoir, Jérôme Taeb, fait le point sur l'étude Cabana, Marvel et encore l'été. C'est la fin de ce magazine du CNCH, du Collège national des cardiologues des hôpitaux. À très bientôt. Merci.